L'avocat Yves Destrem, placé en garde à vue prolongée à Marseille. Cessez-le-feu très fragile au Proche-Orient. Le mariage princier à Londres, jour J-3. Le tiercé à Maison Lafitte, le 4, le 14 et le 16. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur Pierre de Bizet, le secrétaire national du SAC, est inculpé et écroué pour complicité d'homicide volontaire et séquestration. Il est emprisonné ce soir à la prison de Fleury-Mérogis. L'affaire de la tuerie dont l'inspecteur de police Jacques Massier et sa famille ont été les victimes a pris aujourd'hui un tour donc encore un peu plus politique, avec cette inculpation de monsieur Pierre de Bizet, le secrétaire national du service d'action physique, qui était interrogé depuis 48 heures à Paris et qui sera peut-être dès demain matin transféré à Marseille pour être confronté avec les inculpés et notamment l'un des auteurs avoués de la tuerie d'Oriol. Pour l'instant, le seul lien officiel connu du moins entre cette affaire et M. de Bizet était une rencontre qu'il a eue à Marseille le 5 mai dernier avec M. Joseph Maria, inculpé dans cette affaire qui avait succédé à M. Jacques Massier à la tête du SAC dans les Bouches-du-Rhône. Rencontre qui pourrait bien être le point de départ de toute cette affaire. L'autre événement aujourd'hui, c'est la mise en garde à vue prolongée d'ailleurs ce soir de maître Yves Destrem, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, adjoint au maire de la ville et candidat du RPR aux dernières élections législatives et encore responsable du SAC des Bouches-du-Rhône avant l'inspecteur Jacques Massier. Le point de Marseille avec notre envoyée spéciale Isabelle Béchler. C'est un nouveau personnage qui est maintenant au centre de l'enquête sur le crime d'Oriol. Les enquêteurs marseillais interrogent Yves Destrem, 42 ans, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, adjoint au maire de cette ville et tout récemment candidat RPR malheureux aux législatives. Mais surtout, ex-chef régional du SAC de 73 à 77. C'est lui qui avait désigné Jacques Massier comme son dauphin et lui avait cédé sa place quand il avait été lui-même élu adjoint d'Alain Jossin, maire d'Aix-en-Provence. Autant dire qu'Yves Destrem a une toute autre carrure que celle des hommes de main qui ont été arrêtés et inculpés déjà à Marseille. C'est un homme politique et un notable. Ce qu'il reste à établir, c'est s'il a participé avec Pierre de Bizet à la fameuse rencontre du 5 mai à Marseille. Entrevue qui a réuni le secrétaire général du SAC, Jean-Joseph Maria, inculpé de complicité dans l'affaire d'Oriol, et Jacques Massier, à la suite de l'attentat dont celui-ci avait été victime au mois de mars dernier. Alors qu'il est, on n'a pas encore la certitude qu'il soit relâché ce soir. À Marseille, donc, on attend pour demain une confrontation de première importance dans le bureau du juge Françoise Guérin. Devrait être présent Jean Finocchietti, l'instituteur qui a avoué son crime, les 3 autres membres du SAC inculpés à Marseille et Pierre de Bizet qui vient d'être inculpé à Paris. Oui, je vous disais donc que la garde à vue de maître Destrem a été prolongée ce soir, on vient de l'apprendre à l'instant. Dernier point d'information dans cette affaire véritablement très compliquée, une réaction de M. Bernard Ponce, le secrétaire général du RPR, choqué, dit-il, par l'exploitation politique qui a été faite de la tuerie d'Oriol et indigné par la campagne qui a été déclenché. Vient d'ajouter donc M. Bernard Ponce, qui estime enfin que le RPR est une formation politique indépendante de l'association mise en cause, c'est-à-dire le SAC. Paix fragile depuis 48 heures au Liban. Aujourd'hui, l'aviation israélienne a survolé la ville de Saïda au sud Liban. L'ADCA palestinienne est entrée en action. Les avions n'ont procédé à aucun bombardement. Cessez-le-feu fragile donc est critiqué en Israël où l'on estime que M. Begin est allé ou trop ou pas assez loin. Des généraux estiment qu'il aurait fallu quelques jours de plus pour vraiment mettre à mal les bases palestiniennes du sud Liban. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agit là que d'un répit. De Jérusalem, Charles Anderlin. Très rares sont ceux qui croient au cessez-le-feu en Israël. Les commentateurs les plus autorisés estiment que l'accalmie sera de courte durée. Au sein de l'armée, c'est l'amertume. Le général Bengal, le commandant du Front Nord, n'hésite pas à dire que le dernier round des combats s'est soldé par un match nul et que le calme ne régnera pas longtemps dans la région. Les militaires soulignent que l'OLP peut profiter du cessez-le-feu pour regrouper ses forces et reconstituer ses arsenaux au sud-Liban, alors que les Palestiniens commençaient à ressentir durement l'effet des bombardements massifs israéliens. Mais dans les conditions politiques actuelles, notamment les pressions américaines, Israël ne peut se permettre de prendre l'initiative et doit attendre pour agir que ce soit l'OLP qui ouvre le feu. Vous pouvez vous défendre, mais ne tirez surtout pas les premiers, a dit l'émissaire américain Philippe Habib à Menachem Begin.
L'intervention israélienne n'est pas un succès, a estimé de son côté l'un des leaders de l'opposition, M. Abba Eban, ancien ministre des Affaires étrangères israélien, dans une interview accordée à nos confrères de la radio et de la télévision israélienne. De plus, M. Eban estime que l'on ne pourra pas toujours nier l'existence de l'OLP. Il faut le remarquer, à l'occasion de ces combats de la semaine dernière, a réalisé un pas de plus vers la légalité. En schématisant, on peut dire que l'on a assisté à la première guerre israélo-palestinienne sans pays arabes interposés. Je propose d'écouter un extrait de cette interview de M. Abba Eban. Le gouvernement israélien vient de mener une négociation avec cette organisation. C'est l'OLP qui tire. Il y a eu bien sûr 2 intermédiaires, les États-Unis, le président libanais Sarkis, mais on a négocié avec l'OLP. Est-ce qu'on ne fait pas une politique de l'autruche en disant nous ne négocierons jamais avec les Palestiniens? Non, ce n'est pas une politique d'Autriche. Les Autriches, n'est-ce pas, ont une certaine logique aussi, n'est-ce pas? Il faut avoir la possibilité de faire une distinction entre la négociation d'un cessez-le-feu, accord purement militaire, et la reconnaissance politique. Je ne me fais pas d'illusions. Seulement ceux qui ouvrent le feu sont capables de cesser le feu, et notre gouvernement doit se rendre compte de l'évolution qui l'a amené vers cette situation où le médiateur américain a en effet abouti à un accord entre Israël et l'OLP d'une façon indirecte, oui. Est-ce que vous diriez, comme le ministre des Affaires étrangères, Shamir, que cet accord de cessez-le-feu est un grand succès pour Israël? Oh, ce n'est pas un grand succès pour Israël, n'est-ce pas, car à mon avis, il aurait été possible d'éviter toute cette évolution, n'est-ce pas? Nous n'avons pas la possibilité d'agir contre les terroristes. Eux, je l'espère, ne vont pas faire des opérations contre nous, mais cela a été la situation. Il y a une quinzaine de jours, n'est-ce pas? En évitant la reprise des actions, on aurait pu éviter toute cette évolution avec les pertes, avec l'angoisse, avec une certaine diminution, n'est-ce pas, de notre prestige international. Non, n'est-ce pas, je me félicite de ce cessez-le-feu, je l'approuve. J'espère qu'on pourra le maintenir en permanence. Mais c'est une illusion de dire que c'est une réussite ou qu'il faut célébrer cet événement, non. Au Liban encore, la seule décision concrète de la réunion quadripartite qui s'est tenue aujourd'hui à Beyrouth entre Saoudiens, Koweïtiens, Syriens, Libanais a été la demande par le Liban de la tenue d'un sommet arabe à la suite de ce qui a été appelé l'agression israélienne. Philippe Rochaud, vous arrivez à l'instant de Beyrouth. Alors ce sentiment de paix fragile que l'on a pu percevoir à travers l'interview de M. Eban, le commentaire de notre correspondant à Jérusalem, est-il également le vôtre? Oui, si vous voulez, c'est une paix fragile parce que cet accord de cessez-le-feu n'est pas le résultat d'un accord politique et il n'engage même pas une négociation politique. Ensuite, tous les Palestiniens conservent leur base au sud Liban. Nous l'avons vu encore hier soir avec Jean-Louis Saporito, le caméraman qui m'accompagnait. Nous avons vu les Palestiniens installer des DCA dans la région du château de Beaufort notamment, installer des pièces d'artillerie lourde. Donc vous voyez, toutes leurs positions sont maintenues dirigées contre Israël. Et hier, ils ont encore tiré, notamment dans cette fameuse enclave du commandant Saad Haddad, le commandant des milices chrétiennes qui se trouve ici. Et il y aura risque d'affrontement dans les jours qui viennent entre cette zone-là et puis les Palestiniens qui se trouvent là. Donc on peut penser que lorsque les tirs déborderont cette zone et qu'ils toucheront directement Israël, à ce moment-là, les Israéliens décideront à nouveau d'intervenir. On sera replacé dans la même situation qu'il y a 15 jours. Et là, les Israéliens devraient à nouveau intervenir, sans doute plus durement. Bien, alors au-delà des communiqués diplomatiques, des problèmes de conflit entre Palestiniens et Israéliens, comment la population libanaise qui souffre avant tout de ces combats vit-elle cette situation présente? Alors la situation est assez étrange parce que d'un côté, vous avez au sud Liban tous les réfugiés qui reviennent, qui passent les routes, il y a des embouteillages monstres, il faut 3 heures pour faire 50 km pour aller sur les routes du sud parce que tout le monde vient revoir sa maison bombardée. Et puis d'un autre côté, vous avez à Beyrouth une certaine nonchalance parce qu'en ce moment c'est le ramadan, alors le soir il y a des feux d'artifice, il y a des pétards, il y a la grande roue, les manèges qui tournent. Et puis par là-dessus, vous avez encore le conflit entre les Syriens et les chrétiens qui se greffent. Et puis hier soir, mettons, les Syriens ont encore bombardé la zone chrétienne, interrompant la fête. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, effectivement, c'est qu'il y a au Liban plusieurs conflits en cours et pas toujours entre les mêmes adversaires. 3 guerres en une seule. Bien, et j'ajouterai que demain soir, donc, Philippe Rochaud et Jean-Louis Saporito vous proposeront dans le journal de 20h un reportage très complet sur la situation actuelle au Liban.
Le Premier ministre iranien, M. Rajai, est élu président de la République iranienne. Ce résultat ne faisait aucun doute, il était le seul candidat en lice. L'important pour lui était de faire plus de voix que M. Banissad lors de son élection pour prouver que les consignes d'abstention données par l'ex-président, qui est entré dans la clandestinité, n'étaient suivies d'aucune conséquence. Eh bien, c'est chose faite, avec plus de 90% des suffrages, contre 75,5% à M. Banissad l'année dernière lors de son élection à la présidence de la République iranienne. Après la manifestation contre la faim hier en Pologne pour protester contre la diminution des rations de viande et la pénurie des denrées de première nécessité, le syndicat Solidarité, qui est prêt à en appeler à la grève, a entrepris des négociations avec le gouvernement de Varsovie pour obtenir que cette fameuse ration de viande ne soit pas ramenée de 3,7 kg à 3 kg par personne et par mois, comme l'envisageait le ministre du Commerce polonais. Il faut ajouter que M. Wałęsa a annoncé lui-même aujourd'hui que fatigué, il devrait garder la chambre pendant une semaine au moins, ce qui vient mal dans cette période difficile en Pologne. À Belfast, l'état de santé d'un des grévistes de la faim, qui en est à son 66e jour de jeûne, est pratiquement désespéré. Le jeune homme est déjà sourd et presque aveugle. La situation en Irlande du Nord, nous l'évoquons le plus souvent à travers ce qui se passe dans la capitale, à Belfast. Cette fois-ci, notre envoyé spécial Jean-Marc Ilous s'est rendu dans un petit village protestant près de la frontière avec l'Irlande du Sud. Dînons sur une stèle. Chez les protestants comme chez les catholiques d'Irlande du Nord, la vérité commence toujours par l'histoire d'une tombe. Comme celle de ces hommes, par exemple, tous protestants, victimes en 1976 d'une embuscade de l'IRA après l'assassinat de 2 catholiques. Voici Alan, il a survécu à 18 balles. À Bessbrook, non loin de la frontière avec l'Irlande du Sud, personne ne lui prêtait d'engagement politique marqué. What exactly happened here? Well, we just finished work. Nous sortions de l'usine. On a pris cette route, en minibus. Nous étions 11, 10 protestants et un catholique. 2 hommes sont sortis des fourrés, juste là. Ils ont crié « Tout le monde descend ». Ils ont ordonné aux catholiques de s'éloigner et à nous de lever les bras. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis un ordre a claqué, ils ont tiré. Il y avait 10 hommes à terre, j'étais à quelques mètres à peine. Ils ont tiré sur tout le monde. Ici, loin de Belfast, les tensions sont moins apparentes. On ne dit pas catholiques et protestants, mais nationalistes, comprendre partisans de la réunification avec la République d'Irlande au sud, ou loyalistes, c'est-à-dire attachés au maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Un Royaume-Uni dont les soldats, cible favorite des clandestins de l'IRA, vivent sans cesse sur le qui-vive. Dans un climat de méfiance où ils distinguent mal opposition religieuse, rivalité économique ou simplement vendetta. Attentats à la bombe, assassinats de policiers sont des choses trop fréquentes sur la frontière, dit ce conseiller municipal. Pour lui, le premier responsable, c'est le gouvernement de Dublin, au sud. Tant que le gouvernement irlandais encourage les partisans de l'unification de l'Irlande, l'IRA assassinera des protestants et pourra passer la frontière sans être inquiété par la justice. À ce poste frontière, on n'a jamais installé de barbelés. Membre de la communauté européenne comme celui de Londres, le gouvernement de Dublin se défend d'apporter toute aide aux clandestins de l'IRA. Mais il ne peut pour autant négliger ses corélégionnaires catholiques du Nord. Parce que sa constitution prévoit toujours la réunification de l'Irlande, 2 d'entre eux, grévistes de la faim emprisonnés au Nord, sont aujourd'hui membres élus de son Parlement. Le Parti socialiste français ne tolérera aucun acte d'agression contre Cuba. Une déclaration d'un des conseillers du Premier ministre, M. Pierre Mauroy, M. Blanca, qui participait à Grenade à la réunion
du comité de l'Internationale socialiste pour l'Amérique latine. M. Blanca faisait principalement référence aux déclarations menaçantes de M. Reagan à l'égard de Cuba, mais cela pendant la campagne électorale de M. Reagan. Le CNPF sera-t-il nationalisé? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une possibilité nouvelle qu'évoquent nos confrères de l'agence France-Presse cet après-midi dans une longue dépêche. Dans la mesure où les principaux adhérents et cotisants du CNPF donc sont en passe d'être nationalisés, cela pourrait permettre une sorte d'OPA sur l'organisation patronale, une éventualité que n'écartent ni les responsables actuels du CNPF, ni les conseillers économiques du président de la République. Une élection aujourd'hui en France, élection sénatoriale, en Haute-Marne, en remplacement de M. Edgar Pisani, du socialiste, qui a été nommé au Conseil européen. M. Pierre Delon, RPR, a été élu sénateur avec 521 voix contre le candidat socialiste, M. Bayet, qui lui n'a obtenu que 300 voix. Il faut rappeler que l'élection sénatoriale se fait au second degré, c'est-à-dire que ce sont un certain nombre de notables qui votent pour l'élection des sénateurs. Le grand débat sur la décentralisation s'engage demain. M. Schwarzenberg, vice-président du mouvement des radicaux de gauche, trouve qu'on est allé un peu vite, même s'il est d'accord avec l'idée de décentralisation. Il aurait voulu davantage de concertation avec les élus locaux. Une déclaration faite à nos confrères cet après-midi, nos confrères de France Inter. Si la décentralisation est considérée comme la plus grande affaire du septennat de M. Mitterrand, c'est qu'aujourd'hui, la France est encore tout le contraire d'un pays décentralisé. Et on comprend mieux lorsqu'on se livre à une étude historique des institutions françaises depuis quelques siècles. Lorraine Quezin. XIe siècle, l'organisation municipale romaine a disparu, l'ordre féodal se développe, les villes se peuplent. Commerçants et artisans se groupent en guildes pour assurer leur sécurité, puis forment des ligues pour protester contre les taxes, redevances et corvées que leur impose le seigneur. Les habitants se rassemblent derrière eux et jurent de rester fidèles à la cause publique. C'est la conjuration ou commune jurée, la commune est née. Les franchises sont obtenues du seigneur par concession, par la violence ou lui sont achetées. Les rois de France et le clergé, d'abord réticents, y voient ensuite un moyen de faire contrepoids à la puissance seigneuriale. Mais vers le XVe siècle, la corruption règne dans les villes, la cooptation remplace l'élection des responsables locaux, le désordre financier s'installe. Le roi en profite pour obliger les communes à rendre annuellement leurs comptes. En 1683, Colbert instaure la tutelle. Les villes sont considérées comme mineures, soumises au contrôle préalable de l'intendant, l'ancêtre du préfet. L'administration tient ainsi tous les Français en tutelle. Mais la royauté, manquant d'argent, vend les fonctions municipales à des notables. Puis, pour la même raison, autorise les habitants à racheter le droit d'élire leurs représentants. La Révolution de 1789 fait table rase. Les privilèges sont abolis, l'autonomie des corps intermédiaires est proclamée, le département est créé, Condorcet fait adopter un statut identique pour toutes les communes. Napoléon arrive au pouvoir avec un principe, la confiance vient d'en bas, le pouvoir vient d'en haut. En 1800, le préfet est créé, il nomme les conseillers municipaux. Le département est administré par un conseil général nommé par le pouvoir, le préfet décide. Bref, c'est la centralisation totale. Avec la Troisième République, ce sera la déconcentration des pouvoirs. 1871, la charte du département est adoptée. Le conseil général est élu au suffrage universel, il délibère des affaires départementales, mais le préfet décide. 1884, réorganisation des communes. Elles sont administrées par une assemblée élue au suffrage direct, le conseil municipal, et par une autorité exécutive, le maire. Mais le préfet, nommé par le gouvernement, reste dans de nombreux domaines le tuteur du maire élu par les habitants de la commune. On connaît maintenant les résultats officiels du tir de la fusée Ariane lancée de Kourou le 19 juin dernier. Le résultat tient en 2 mots, tir parfait. Voici des images inédites du départ de la fusée. Jacques Violet. Les moteurs du premier étage ont tenu. C'est ce que les techniciens redoutaient le plus et voulaient vérifier. Ce sont les vibrations à haute fréquence de l'un des moteurs du premier étage qui avaient provoqué la destruction d'Ariane et l'échec du 2e tir en mai 1980.
Sur ce film technique, au ralenti, communiqué par le Centre national des études spatiales, les ingénieurs ont étudié les différentes phases du lancement et du vol, apporté des correctifs aux différents problèmes, et aujourd'hui, l'ensemble est parfaitement maîtrisé. En conclusion, les objectifs techniques qui permettront la qualification du lanceur européen sont atteints et la production en série est engagée. Le comportement parfait d'Ariane 3, les commandes fermes pour 13 lancements ainsi que 14 options vont permettre d'accroître surtout la compétitivité du lanceur européen. Prochain tir qui sera pour Ariane le 4e lancement et dernier vol d'essai, prévu pour novembre prochain à Kourou. Préoccupation plus terre à terre, celle-là, le résultat du tiercé de cet après-midi à Maison Lafitte. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 14 et le 16 dans l'ordre. Les rapports, vous les voyez s'inscrire sur votre écran. 1042 francs 50 pour 5 francs et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 208 francs 50. D'autres chevaux maintenant, vous allez les voir, et qui n'ont rien à voir eux avec les chevaux du tiercé. Ils font partie du cortège qui accompagnera le carrosse du prince Charles et de son épouse, Lady Diana. La répétition a eu lieu aujourd'hui à Londres. Elle était surtout destinée à tester les mesures de sécurité. La police craint en effet un attentat des terroristes irlandais. Des commandos spécialisés ont d'ailleurs été rappelés de Belfast pour être disposés tout au long du trajet officiel emprunté par le carrosse royal. Pour la première fois aussi, les bobbies tourneront le dos à la famille royale pour regarder la foule et les éventuels terroristes qui s'y cachent. Et puis aujourd'hui, Lady Diana a donné sa dernière interview de fiancée, de célibataire. La phrase la plus importante, si l'on peut dire, à retenir est « J'essaierai d'être une très bonne épouse ». À la veille du mariage, notre envoyé spécial Dominique Torres, elle, a rencontré la célèbre romancière Barbara Cartland, qui est aussi la grand-mère par alliance de Lady Diana, car sa fille est la seconde épouse du papa de la fiancée. Je n'ai rien oublié. À 80 ans, avec 300 romans à son actif, Barbara Cartland est la reine incontestée du roman d'amour. J'écris sur l'amour des troubadours, Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard, l'amour vrai que tout le monde recherche et que si peu de gens trouvent. Je pense que toutes les femmes, et surtout vous les Françaises, savent très bien qu'elles peuvent régner à partir de la chambre à coucher si elles sont réellement intelligentes. Elles laissent l'homme croire qu'il est seul à tout décider. Les femmes ont toujours eu une grande place dans l'histoire du monde en restant des femmes, mais maintenant voilà qu'elles se prennent pour des hommes. Et qui veut un pseudo-homme? Avez-vous jamais rencontré les hommes que vous décrivez dans vos livres? Ça m'est arrivé, mais bien entendu, mes personnages sont des mélanges et mon héros est l'homme idéal. Mais je suis toujours à la recherche d'un beau ténébreux, dur et cynique, mais de nos jours, ils se font rares. Voici le bureau des secrétaires, comme vous voyez, très original. Il est décoré avec toutes les couvertures de mes premiers romans. Hazel, cessez ce bruit, je n'entends plus rien. Voici ma première secrétaire. C'est la dactylo la plus rapide du pays. Combien de secrétaires avez-vous? J'en ai 4 ici et 6 à l'extérieur de la maison. Ces livres ont été publiés à 200 millions d'exemplaires à travers le monde et traduits dans toutes les langues, excepté le chinois. En France, 3 millions de livres ont été imprimés dans une seule collection de poche. Mais l'auteur le plus lu est aussi le plus prolifique. Barbara Cartland a publié 24 romans cette dernière année, un record. Cette matrone de l'amour est également une femme d'affaires infatigable, avec des papiers peints Barbara Cartland, un parfum Barbara Cartland, un magazine, un disque, un club de santé. Sans parler de sa campagne incessante sur les bienfaits des vitamines. Barbara Cartland se promène devant les couvertures de ses livres, comme d'autres dans leur galerie d'ancêtres. Bien sûr, on sait qu'à la dernière page du roman, la Vierge va épouser le duc. Mais toute la toile de fond historique est véridique. Je lis 30 à 40 livres d'histoire pour chaque roman. 3
3 heures par jour, Barbara Cartland dicte ses livres à sa secrétaire. She knew that this was something very, very exciting in her life, which had never happened before. The light was blinding on the stones. And she knew it was the light that the Impressionists put into their pictures. It meant something very, very special to Pierre and to her. And she said to him, Le dernier roman d'amour de Barbara Cartland est signé par sa petite fille, Lady Diana Spencer. Une très belle histoire qu'elle ne pourrait renier. Êtes-vous très excité par le mariage de votre petite fille? Je dois avouer que ça n'a pas été toujours facile pour nous et ça commence à nous lasser. La presse s'est jetée sur nous. Nous serons contents quand tout sera terminé et qu'enfin nous serons à nouveau des gens comme tout le monde. Autrefois, les hommes étaient adorables avec les femmes. Ils vous faisaient la cour, vous envoyaient des fleurs et des lettres d'amour. Tout ça était merveilleusement romantique. Oui, ça, des gens comme tout le monde, c'est pas évident. La chronique royale n'est pas terminée. Hier, vous vous en souvenez, Lady Diana avait fondu en larmes, poursuivie par les photographes. Eh bien, aujourd'hui, courageusement, elle est revenue assister à la fin du match de polo auquel participait son royal fiancé, une brave petite, cette Lady Diana. Encore un détail pour les amateurs de ce genre de cérémonie, l'atelier de couture qui confectionne la robe de mariée de Lady Diana est transformé en véritable camp retranché pour préserver le secret. Les couturiers travaillent derrière des volets fermés et les 5 petites mains qui les aident ont signé un document s'engageant à ne rien révéler à la presse. Un journal de Londres avait, paraît-il, offert 400 000 francs à l'une d'entre elles. Culture, pour terminer, il n'y a pas un festival d'Avignon, mais au moins 2. D'un côté, les représentations officielles, et de l'autre, le festival off, ou encore en français, le festival parallèle. Les 2 événements se nourrissant d'ailleurs l'un de l'autre. 45 troupes de théâtre amateurs s'y retrouvent pour jouer le plus souvent hors d'un théâtre, dans la rue, sur les places ou encore dans des appartements. On y côtoie le pire et le meilleur. Un reportage de Yoba Grégoire. Le festival OFF, c'est 40 lieux investis, 145 spectacles présentés, 2500 représentations proposées, près de 120 000 affiches collées et 2 millions de tracts distribués. Une soif, une énergie fantastique déployée pour se faire connaître. Il est vrai qu'on profite des retombées du formidable écho publicitaire du festival officiel. Et si des troupes amateurs s'installent ici et là dans des hangars ou des églises désaffectées, il y a les autres, les troupes permanentes qui ont pignon sur rue, telles celles du Chêne Noir, avec une clientèle locale qui remplit chaque soir le théâtre. C'est parce que nous les connaissons bien, un peu trop même, que nous sommes ici en train d'en purger le pays. Vous les connaissez peut-être, et vous ne pouvez leur pardonner l'exemple qu'ils donnent du renoncement, de l'entraide et du courage. Les anéantir vous semble plus aisé que de lutter avec eux sur le terrain de la vertu. Une troupe permanente, c'est une compagnie d'acteurs, de techniciens, de gens d'administration professionnels, c'est une compagnie d'artistes, de saltimbanques, qui se réunissent et qui veulent donner une œuvre à un public. C'est-à-dire, je sais pas, c'est une chose vieille comme le théâtre, je veux dire, malheureusement en voie de disparition. Mais implanté localement. Oui, enfin, c'est-à-dire, notre ville, c'est Avignon. Nous sommes nés ici, et nous avons grandi ici. Nous ne nous privons pas du fait de jouer chez nous dans notre salle durant l'été, parce que c'est un moment pour nous important de rencontre avec un public. Certaines fois, qui nous a connus à travers nos tournées. Dans le cas de Paris, par exemple, on ne reproche pas au Théâtre du Soleil de jouer au moment où le festival d'automne se développe. Je veux dire, c'est pareil ici. En dehors du spectacle permanent qu'offre Avignon, il y a d'autres troupes qui ne se considèrent ni dans le I ni dans le off, mais en marge du festival officiel tout en étant agréées par lui. Des troupes à peine subventionnées qui ont du mal à exister et qui pourtant font un théâtre de qualité. Un exemple, celle du Chapeau Rouge, créée par une troupe parisienne, prend le risque chaque année de présenter des pièces inédites d'auteurs contemporains. Leur désir, imposer un théâtre vivant, le théâtre d'aujourd'hui. Prendre la lune avec ses dents et pointes à dédaigner. Non, je ne peux plus, je suis désolé pour le public, pour la troupe, pour le spectacle, je n'y arrive plus. Encore une de tes farces? Ce n'est pas une farce. Quel cabot! Je ne sais plus rien.
Ça vous apporte quand même quelque chose d'être en Avignon? Oui, bien sûr. Ça nous apporte le contact avec les acheteurs de spectacles, avec le public. Puis cette année, par exemple, on a été jusqu'à faire venir des compagnies de Pologne par nos propres moyens. Et pourquoi polonaise alors? D'abord parce que le théâtre polonais nous intéresse depuis longtemps. On avait envie d'aller en Pologne. Deuxièmement, parce qu'il y a eu les événements d'août, parce qu'il y a maintenant en Pologne Solidarité, et qu'on avait envie de voir ce que le théâtre était devenu après ces événements. La météo pour terminer, le temps de demain, les nuages seront encore abondants de la Manche au nord et au nord-est. Le soir, ils se localiseront aux frontières. Ailleurs, après la dissipation des brumes matinales, le temps sera souvent ensoleillé, les vents de secteur ouest seront faibles et les températures en hausse. Ce n'est pas trop tôt. Dernier journal en fin de programme vers 23 h avec Jean-Claude Renaud. Et puis demain, Antenne 2 Midi recevra le romancier Pascal Bruckner. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir. On avait envie de voir ce que le théâtre était devenu après ces événements. La météo pour terminer, le temps de demain, les nuages seront encore abondants de la Manche au nord et au nord-est. Le soir, ils se localiseront aux frontières. Ailleurs, après la dissipation des brumes matinales, le temps sera souvent ensoleillé, les vents de secteur ouest seront faibles et les températures en hausse. Ce n'est pas trop tôt. Dernier journal en fin de programme vers 23 h avec Jean-Claude Renaud. Et puis demain, Antenne 2 Midi recevra le romancier Pascal Bruckner. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir. Connaissez-vous le fruit de fruité? Fruité, framboise, raisin, fruité, pomme, cassis, c'est la boisson que l'on sert aux enfants comme à leur père. Fruité, framboise, raisin, fruité, pomme, cassis, on a plaisir à en boire, le matin comme le soir. Fruité, framboise, raisin, fruité, pomme, cassis, double plaisir, double fruit, double plaisir, c'est fruité. Ça tombe mal. Juste aujourd'hui quand j'ai mon cours de danse. Oh, de toute façon, ça ne se verra pas. Avec Freedom Ultra Mince, je suis tranquille. Freedom Ultra Mince, la femme nature. Quand ça saigne. Bonsoir. L'affaire de la tuerie d'Auriol se politise de plus en plus. Mais je vous rappelle d'abord qu'au plan de l'enquête, policiers et juges d'instruction cherchent toujours à savoir par qui et pourquoi l'inspecteur de police Jacques Massier a été assassiné, ainsi que 5 membres de sa famille. Ce soir, Pierre de Bizet, le secrétaire national du SAC, le service d'action civique, a été écroué à la prison de Fleury-Mérogis, inculpé de complicité d'homicide et séquestration de personnes. Il devrait être bientôt transféré à Marseille pour être entendu par le juge chargé de l'affaire, Madame Laurence Guérin. Madame Laurence Guérin essaiera entre autres de savoir si la rencontre le 5 mai entre le patron du SAC et Joseph Maria, actuellement inculpé, n'avait pas pour but de préparer l'assassinat de Jacques Massier. Deuxième événement de la journée, la mise en garde à vue d'un ancien responsable du SAC, maître Yves Destrême. Cet avocat est adjoint au maire d'Aix-en-Provence,
candidat RPR aux dernières élections législatives, mais surtout, il a été de 70 à 77 l'un des prédécesseurs de l'inspecteur assassiné à la tête du service d'action civique de Marseille. Lui n'est pas encore inculpé, mais on se demande s'il n'a pas participé à la rencontre du 5 mai avec Joseph Maria et Pierre de Bizet. En tout cas, sa garde à vue a été prolongée ce soir de 24 heures. Terminons avec l'aspect de plus en plus politique de cette affaire. Hier, vous le savez, le Premier ministre Pierre Mauroy affirmait que le gouvernement est décidé à ne rien laisser dans l'ombre. Ce soir, c'est le secrétaire général du RPR qui se dit choqué par l'exploitation politique faite à propos de cette tuerie. Bernard Pons estime qu'elle a pour but de jeter le discrédit sur une organisation légalement reconnue. À l'étranger, le cessez-le-feu apparaît de plus en plus fragile au Proche-Orient. Aujourd'hui, des avions israéliens ont survolé la ville libanaise de Saïda, provoquant la réplique de la DCA palestinienne. En Israël, M. Begin est très critiqué, soit parce qu'on lui reproche, comme les militaires, d'avoir accepté le cessez-le-feu trop tôt, sans avoir suffisamment détruit les bases palestiniennes, soit de l'avoir accepté trop tard. C'est le cas du chef du parti travailliste israélien, M. Shimon Peres, qui a estimé ce soir que le bombardement de Beyrouth était une erreur. Le Premier ministre, a-t-il dit, doit maintenant mettre au point une politique qui évitera la guerre d'usure. De Jérusalem par téléphone, une correspondance de Charles Anderlin. Très rares sont ceux qui croient au cessez-le-feu en Israël. Les commentateurs les plus autorisés estiment que l'accalmie sera de courte durée. Au sein de l'armée, c'est l'amertume. Le général Bengal, le commandant du Front Nord, n'hésite pas à dire que le dernier round des combats s'est soldé par un match nul et que le calme ne régnera pas longtemps dans la région. Les militaires soulignent que l'OLP peut profiter du cessez-le-feu pour regrouper ses forces et reconstituer ses arsenaux au sud-Liban, alors que les Palestiniens commençaient à ressentir durement l'effet des bombardements massifs israéliens. Mais dans les conditions politiques actuelles, notamment les pressions américaines, Israël ne peut se permettre de prendre l'initiative et doit attendre pour agir que ce soit l'OLP qui ouvre le feu. Vous pouvez vous défendre, mais ne tirez surtout pas les premiers, a dit l'émissaire américain Philippe Habib à Menachem Begin. Au Liban, le chef de l'OLP a lancé ce soir un appel à M. Reagan. Yasser Arafat demande au président américain de tenir compte des Palestiniens. Et il a ajouté, l'OLP pourrait profiter du cessez-le-feu pour renforcer son implantation militaire. Je vous rappelle que la principale décision, à l'issue de la réunion du comité quadripartite arabe, aujourd'hui à Beyrouth, dont vous voyez quelques images, la principale décision a été de demander la tenue d'un sommet arabe dans les plus brefs délais. En Iran, comme prévu, c'est le Premier ministre, M. Ali Rajai, qui a été élu président de la République. Ses trois concurrents ayant appelé à voter pour lui, il a recueilli, selon les derniers résultats, 89% des suffrages, battant ainsi le score de M. Bani Sadr, son prédécesseur l'an dernier. À Varsovie, le syndicat Solidarité brandit la menace de la grève, au cas où le gouvernement diminuerait la ration de viande par personne et par mois de 3,7 kg à 3 kg. Solidarité refuse également le principe de fortes augmentations du prix des denrées alimentaires, 200 à 300%, sauf si elles sont étroitement liées à une profonde réforme économique. À noter enfin que Lech Walesa, le leader de Solidarité, a dû annoncer qu'il était très malade et contraint de se reposer pendant une semaine. À Belfast, deux grévistes de la faim approchent de la mort. Kieran Doherty en est à son 66e jour de jeûne à la prison de Mèze. Il est maintenant sourd et presque aveugle. On s'attend également à la mort de Kevin Lynch, l'un de ses compagnons, qui ne s'alimente plus depuis 65 jours. Le conflit en Irlande inquiète la police britannique à 3 jours du mariage du prince Charles et de Lady Diana. Aujourd'hui, une grande répétition a eu lieu à Londres, vous en voyez quelques images, une répétition pour le cortège qui accompagnera le carrosse des époux princiers. La police en a profité pour mettre au point un dispositif impressionnant contre d'éventuels attentats des terroristes irlandais. Cela dit, Lady Diana s'est remise de ses émotions. Hier, elle avait fondu en larmes, vous vous rappelez, sous le harcèlement des photographes et des journalistes. Aujourd'hui, elle est revenue pour encourager l'équipe de polo de son futur époux, mais cette fois à l'abri des caméras. En France, c'est demain que s'engage à l'Assemblée nationale le débat sur la décentralisation. C'est la grande affaire du septennat, dit M. Mauroy,
c'est une véritable révolution pacifique, a ajouté Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur. Un dossier très important donc, c'est pourquoi Gérard Schwarzenberg, le vice-président des radicaux de gauche, estime que le gouvernement a brûlé les étapes. Il est d'accord avec l'idée, mais il aurait souhaité une plus grande concertation avec les élus locaux. Au chapitre politique, toujours, une élection sénatoriale partielle destinée à remplacer le socialiste Edgar Pisani, nommé à la Commission européenne. C'est M. Pierre Delon, RPR, qui a été élu sénateur avec 521 voix contre 300 voix au candidat socialiste Guy Bayet. La météo pour demain, le matin, des nuages seront encore abondants de la Manche au nord et au nord-est. Le soir, ils se localiseront aux frontières. Partout ailleurs, le temps sera souvent ensoleillé, malgré quelques brumes matinales. Vent de secteur ouest faible, température en hausse. Refermons ce journal par une page culturelle. On croit souvent que les festivals d'été sont réservés à la province. C'est une erreur. Le festival de l'Orangerie à Sceaux en est la preuve. Il ne propose pas moins de 40 concerts de juillet à octobre. Louis Doucet a retenu l'une des interprètes, la pianiste Françoise Tina. Avant de voir son reportage, je vous rappelle que le prochain journal d'Antenne 2, c'est demain, Antenne 2 midi à 12h45. Voici le reportage de Louis Doucet, quelques notes de piano. Bonsoir. Françoise Tina, quand on parle de vos styles, on dit brio, clarté, précision, sensibilité aussi. Oui, c'est l'école française, oui. En principe. Mais dites-moi, une concertiste installée en province, en l'occurrence à Toulouse, c'est plutôt rare. Une concertiste installée en province, elle joue en province. J'ai la chance d'être dans la région de Toulouse, où on me fait beaucoup jouer. Où je dirais même on m'utilise, parce que j'ai fait beaucoup de musique contemporaine et de musique française. Il y a des festivals de musique française, et il y a aussi le fait que je peux monter quelque chose très rapidement, du fait de ma formation en musique contemporaine. Oui, puis vous êtes professeur au conservatoire. Ah oui, j'ai 32 élèves. Mais quels sont les rapports entre un concertiste connu et des élèves d'un conservatoire de province? Ils sont excellents dans la mesure où je peux leur demander de gros efforts, étant donné qu'ils savent que je les fournis moi-même. C'est plus facile de dire à quelqu'un, allez vas-y, tu fais 7 heures, parce qu'il sait très bien que je rentre et que moi je fais 7 heures. Je crois que c'est une chose très importante. Puis alors je peux montrer, je peux me mettre au piano, leur jouer les choses, même les tout petits, vous savez, l'œil brille dans ces cas-là. Mais c'est étrange. Tout à l'heure, avant de commencer à enregistrer, je parlais avec vous et on a l'impression que, à part le piano, la seule chose que vous aimez, c'est le piano. C'est à peu près ça, oui. Disons que c'est la musique. Parce que alors sans ça, je vais passer pour une croque-note invétérée. Non, je crois qu'on a la chance extraordinaire de vivre avec des gens qui sont morts et qui nous passent un message. Ou au contraire, même de faire passer le message des gens qui vivent à la même époque que nous. Alors on va passer le message de qui, là? On va enchaîner sur Ondine de Debussy. France Inter, en vacances avec vous. Grand spectacle gratuit, Francis Lalanne et Mimi Lorca. Je n'aurais dit que pour elle. Lucien Jeunesse et le jeu des 1000 francs. France Inter, en vacances avec vous, en ce moment en Côte Atlantique. France Inter. La semaine sera placée sous le signe de l'opéra et de Verdi sur Antenne 2. Dès demain soir, en effet, nous vous